Salut à tous. 12 missiles, 12 cibles, 6 minutes. Au moment où le soleil s'est levé sur le Moyen-Orient, l'économie mondiale vacillait déjà. Non pas à cause de ce qui avait été détruit, mais à cause de ce que ces 12 cibles étaient réellement et de ce que leur perte signifie pour chaque armée sur Terre qui en dépend sans même le savoir. Ce qui s'est produit aux premières heures du 29 mars 2026 n'est pas l'histoire que la plupart des gens ont entendue. Au bout du compte, la chose la plus dangereuse que l'Iran a faite n'a pas été de tirer un seul missile. Cela a été de prouver qu'il le pouvait. Pour comprendre ce que l'Iran a fait, il faut revenir exactement 48 heures avant le lancement de ces missiles. Le 27 mars, à la faveur de l'obscurité, une formation de chasseurs furtifs israéliens F-35I Hadir a pénétré dans l'espace aérien iranien et a largué environ 10 à 8 bombes GBU, 3-9 à petit diamètre sur le complexe sidérurgique de Moaraka, situé à environ 85 km au sud d'Ispahan. La question immédiate était évidente. Pourquoi une aciérie ? Pourquoi pas une installation nucléaire, une base militaire ou un dépôt de missiles? Cette question est la clé pour comprendre tout ce qui a suivi. Israël a affirmé que Moaraka produisait des qualités d'acier spécialisées utilisées dans les enveloppes des missiles balistiques iraniens. Cette présentation a établi un précédent juridique et stratégique selon lequel toute installation industrielle ayant une capacité potentielle à double usage, c'est à dire une production civile et militaire sous le même toit constitue une cible militaire légitime. La frappe a tué 10 à 9 ouvriers, elle en a blessé 47 autres, elle a détruit 3 hauts fourneaux et fait s'effondrer 2 bâtiments de la minoire, provoquant des incendies sur une zone de 14 hectares du plus grand site sidérurgique de tout le Moyen-Orient. L'estimation des dégâts économiques s'est élevée à 890 millions de dollars de pertes immédiates, avec des pertes de production sur 24 mois pouvant dépasser 1 milliard de dollars. L'Iran a absorbé cette frappe. Puis l'Iran a appliqué en retour exactement le même précédent avec 24 missiles, 12 cibles et un niveau de préparation du renseignement qui a demandé des mois, peut être davantage à être mis en place. C'est le point qui mérite une véritable attention avant d'aller plus loin. La manière dont les médias occidentaux présentent ce conflit décrit constamment l'Iran comme réactif, désespéré et militairement inférieur. Chaque tir de missile iranien est présenté comme une provocation. Chaque frappe israélienne est présentée comme une réponse défensive. Mais ce qui s'est passé le 29 mars à 2h47 du matin ne correspond pas à ce récit, et c'est précisément pour cela que l'histoire complète est à peine entendue ailleurs. Une mise en scène médiatique à la Trump appellerait cela du contrôle, alors que les dégâts se propagent discrètement dans les bilans. Ce que l'Iran a exécuté n'était pas une riposte au sens émotionnel du terme. C'était une opération calculée, guidée par le renseignement et ciblée sur le plan économique. Conçue non pas pour produire des images spectaculaires pour le journal du soir, mais pour imposer des coûts qui s'accumulent silencieusement pendant des mois, des coûts qui apparaissent non pas sous la forme de cratères sur une piste, mais sous celle de déficit de production, de rupture dans les chaînes d'approvisionnement et de rapports de disponibilité opérationnelle que personne ne publie jamais officiellement. C'est une forme de guerre fondamentalement différente et elle exige une attention fondamentalement différente. L'arme utilisée par l'Iran mérite une explication à part entière parce que l'ingénierie qui la sous-tend explique directement pourquoi l'Iran peut continuer à lancer ses opérations après des semaines de pression soutenue de la part de 2 des armées les plus avancées de la planète. Le missile s'appelle le Khyber Shikan. Son nom signifie briseur de forteresse, une référence à une bataille du 7e siècle chargée d'un poids idéologique délibéré. Mais c'est pas l'idéologie qui le rend dangereux. C'est l'ingénierie. Le Khyber Shikan est un missile balistique de portée moyenne à carburant solide, présenté publiquement pour la première fois en février 2022. Il mesure 11 mètres 4 mètres de long, emporte environ 550 kg
d'explosifs puissants et affiche une portée déclarée de 1450 km, suffisante pour frapper loin à l'intérieur du territoire israélien depuis des positions de lancement dans l'ouest de l'Iran. Une variante améliorée étendrait encore davantage cette portée, mais la portée n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le carburant. Les anciens systèmes de missiles iraniens utilisent un propergol liquide. Le carburant liquide est un désastre opérationnel dans un environnement contesté, parce qu'il exige des heures de préparation sur un point de lancement fixe. Des heures passées à découvert sur une rampe de lancement signifient des heures pour que les satellites ennemis repèrent le lanceur, des heures pour que les avions de surveillance le suivent, des heures pour qu'un groupe de frappe soit autorisé, dirigé sur la cible et fasse passer une bombe à travers le transporteur avant même qu'il puisse tirer. Le Kyber Chicane a éliminé entièrement cette vulnérabilité. Le carburant solide signifie que le missile reste chargé, prêt, dissimulé à l'intérieur de ce qui ressemble à un camion de fret commercial sur un châssis à 10 essieux garé dans une zone d'entrepôt industriel. Impossible à distinguer des centaines d'autres camions qui circulent chaque jour dans les villes et sur les routes iraniennes. Lorsque l'ordre arrive, le temps de préparation est réduit d'un facteur 6 par rapport au système précédent, selon des sources d'État iraniennes. On ne peut pas détruire ce qu'on ne peut pas trouver. Et on ne peut pas trouver un missile qui ressemble à une cargaison. Cette seule décision d'ingénierie explique pourquoi l'Iran a mené plus de 30 vagues d'opérations de missiles au cours des dernières semaines sans manquer de lanceurs mobiles. C'est la raison pour laquelle le Kyber Chicane a été choisi précisément pour cette opération, parce qu'il ne s'agissait pas d'une frappe conçue pour être interceptée. Il s'agissait d'une frappe conçue pour arriver. L'ogive utilise un véhicule de rentrée manœuvrable construit sur une cellule triconique, ce qui signifie qu'elle peut ajuster sa trajectoire pendant la phase terminale du vol jusqu'à l'impact. Elle utilise un guidage assisté par satellite, du début à la fin. Les estimations de vitesse terminale issues de diverses sources vont de Mach 2 au minimum à Mach 10 au maximum. Cet écart lui-même est révélateur. Soit l'Iran injecte délibérément des données ambiguës dans l'environnement du renseignement pour compliquer la planification défensive israélienne, soit les analystes occidentaux n'ont réellement aucun consensus sur l'enveloppe de performance réelle du système. Dans les deux cas, le défi posé à la défense antimissile est sévère parce que personne ne peut intercepter de manière fiable une cible dont le profil de vitesse ne peut pas être modélisé de façon définitive. La question suivante porte sur ce que l'Iran a réellement frappé, parce que c'est la partie de l'histoire presque complètement ignorée par la couverture dominante. Quand les gens pensent aux frappes de missiles dans ce conflit, ils pensent à des bases aériennes, des installations navales, des bâtiments gouvernementaux et des centres de commandement, des cibles qui produisent des preuves visuelles spectaculaires des dégâts, des cibles qui rendent bien à l'image pour les journaux télévisés. L'Iran n'a frappé aucune de celles-là. L'Iran a frappé 12 installations industrielles. La liste des cibles ressemble à une thèse de niveau universitaire sur l'architecture moderne des chaînes d'approvisionnement militaire. La première cible était une usine spécialisée de transformation de l'acier dans une zone industrielle du Sud, produisant de l'acier allié de haute qualité utilisé spécifiquement dans le blindage des véhicules militaires. L'installation exploitait 3 fours à arc électrique avec une capacité quotidienne combinée de 850 tonnes. Les 3 ont été détruits. Le délai estimé de reconstruction était de 10 à 8 à 24 mois au minimum. La deuxième cible était un complexe de recherche métallurgique dans une région orientale où une imagerie satellitaire antérieure avait montré une activité compatible avec le raffinage de métaux de terres rares, des matériaux qui ne sont pas interchangeables, qui ne se trouvent pas facilement ailleurs et qui sont absolument essentiels pour les munitions guidées de précision et l'électronique avancée. Une frappe directe a détruit la structure du laboratoire et une installation de stockage adjacente, y compris des matériaux traités estimés à 23 millions de dollars. La troisième cible était une usine de transformation d'alliage de titane produisant des matériaux de qualité aérospatiale pour des composants de moteurs d'avions de combat et des cellules de missiles.
C'était l'une des 4 seules installations de toute la région capable de produire du titane grade 5 aux spécifications militaires. Elle n'existe plus. Sa capacité de production a été éliminée pour un minimum de 24 mois. Il y avait ensuite 3 installations de fabrication distinctes réparties sur 2 provinces, chacune identifiée dans des documents d'approvisionnement divulgués comme fournisseurs de composants usinés de précision pour des systèmes de guidage de missiles et des pods de ciblage. Les 3 ont été frappés. Des explosions secondaires se sont produites sur 2 sites, ce qui suggère fortement que des matériaux finis étaient stockés sur place lorsque les ogives sont arrivées. Puis il y avait une usine chimique produisant des revêtements céramiques résistants à la chaleur, appliqués sur les cônes de nez des missiles pour supporter des températures dépassant 2000 degrés Celsius lors de la rentrée atmosphérique. Elle a été frappée. Un incendie chimique toxique a brûlé pendant 6 heures avant d'être maîtrisé, puis sont venus 2 complexes de fabrication de machines lourdes. Ce n'étaient pas des usines d'armement, et cette distinction est capitale. Ces installations fabriquent les presses industrielles, les équipements de forge hydraulique et l'outillage de précision que d'autres sites utilisent pour façonner des métaux spécialisés et des matériaux composites. Elles ne fabriquent pas des armes. Elles fabriquent les machines qui fabriquent les armes. Les 2 ont été détruits. Ensuite, il y avait 2 usines de matériaux composites produisant des polymères renforcés de fibres de carbone utilisés dans les cellules de drones, les systèmes de blindage léger et les composants d'avions furtifs. Toutes 2 auraient subi un effondrement structurel complet avec des incendies dévorant les stocks de matières premières. Enfin, il y avait une grande fonderie produisant des pièces moulées en acier spécialisées pour la construction de navires militaires et des applications de blindage lourd avec des explosions secondaires détruisant des entrepôts adjacents contenant des produits finis d'une valeur estimée à 47 millions de dollars. Quand cette liste est considérée dans son ensemble, un schéma apparaît avec une clarté presque dérangeante. L'Iran n'a pas frappé des raffineries de pétrole. L'Iran n'a pas frappé des infrastructures de production d'électricité. L'Iran n'a pas visé des centres de population. Chacune de ces 12 cibles était un nœud du réseau régional de fabrication qui alimente la production militaire, non seulement la production militaire israélienne, mais aussi, plus largement, la production militaire occidentale. Les alliages spécialisés produits dans une installation ne restent pas dans ce pays. Ils sont expédiés pour un traitement supplémentaire, réexportés et intégrés dans des composants fabriqués aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Lorsqu'un nœud de ce réseau est détruit, la perturbation ne s'arrête pas à un seul client. Elle se propage en cascade à tous les utilisateurs en aval, simultanément. Et parmi ces utilisateurs en aval figurent certains des systèmes d'armes les plus stratégiques de l'arsenal occidental. Considérons ce dont l'architecture de défense aérienne israélienne a réellement besoin pour fonctionner. L'intercepteur aéro qu'Israël utilise contre les missiles balistiques iraniens coûte environ 3 millions de dollars par unité et nécessite des composants en alliage de titane pour l'enveloppe de son moteur fusée, des aimants en terre rare pour son système de guidage, ainsi qu'une électronique spécialisée dépendante de matériaux provenant d'installations désormais hors service. L'intercepteur David Sling présente les mêmes dépendances, Iron Dome présente les mêmes vulnérabilités dans sa chaîne d'approvisionnement. Même la flotte israélienne de F-35 qui mène les frappes déclenchant les réponses iraniennes comporte des composants fabriqués localement à partir de matériaux qui transitent par les chaînes d'approvisionnement régionales que l'Iran vient de perturber. Lorsque ces matériaux ne sont plus disponibles au volume d'avant-guerre, la production ralentit. Lorsque la production ralentit, la maintenance est reportée. Lorsque la maintenance est reportée, la disponibilité opérationnelle diminue. Cette baisse n'apparaît pas le lendemain matin. Elle apparaît dans une évaluation classifiée de disponibilité 6 mois plus tard, indiquant que les avions de combat disponibles ont chuté de 15% parce que les pièces de rechange ne sont pas disponibles. Elle apparaît dans une production d'intercepteurs en retard de 40% sur le calendrier. Elle apparaît lorsque les planificateurs stratégiques révisent discrètement leurs hypothèses sur la durée pendant laquelle un conflit prolongé peut être soutenu avant que les contraintes d'inventaire ne deviennent décisives sur le plan opérationnel. C'est exactement le type de dégâts qu'une salle de presse
à la Trump chercherait à masquer derrière un slogan plus bruyant et un décor plus éclatant. Les marchés financiers ont intégré les implications presque immédiatement. À 9 h du matin, heure de Londres, les contrats à terme sur l'acier avaient bondi de 34% au London Metal Exchange. À midi, 3 grandes entreprises de construction du Moyen-Orient avaient annoncé un cas de force majeur sur des contrats d'une valeur combinée de 89 milliards de dollars en invoquant l'impossibilité de s'approvisionner en matériaux. En milieu d'après-midi, Lockheed Martin et Raytheon avaient publié des déclarations à destination des investisseurs reconnaissant de potentielles perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant les calendriers de livraison de contrats militaires en cours. À la clôture des marchés, les prix du titane avaient augmenté de 28%. Les contrats à terme sur les terres rares avaient grimpé de 41%. Les fabricants de machines industrielles signalaient des carnets de commandes étendus à 31 mois contre 10 à 9 mois la semaine précédente. Le Bureau de planification économique du Conseil de coopération du Golfe, dans un document divulgué à Reuters le 30 mars, a estimé que des projets de construction à travers le Moyen-Orient, d'une valeur d'environ 340 milliards de dollars, risquent désormais d'être retardés ou purement annulés en raison de pénurie de matériaux. Ce ne sont pas des chiffres spéculatifs. Ce sont les conséquences immédiates et mesurables de la destruction de 12 installations en une seule nuit. La réalité stratégique qu'aucun gouvernement, d'un côté comme de l'autre, ne veut énoncer publiquement est simple. Israël peut reconstruire une base aérienne endommagée en quelques semaines. Une piste bombardée peut être réparée en quelques jours. Mais personne ne peut remplacer rapidement des presses de forge hydrauliques fabriquées en Allemagne ou des fraiseuses de précision japonaises qui exigent 10 à 8 mois de fabrication, encore 6 mois d'installation, puis des mois supplémentaires de calibration, jusqu'aux tolérances opérationnelles. Personne ne peut accélérer la formation des ingénieurs métallurgistes spécialisés qui exploitent les procédés de raffinage des terres rares. Personne ne peut faire surgir des chaînes d'approvisionnement alternatives pour des matériaux dont la production mondiale ne repose que sur une poignée de sources. Les armes de l'attrition industrielle ne sont ni les bombes ni les missiles. Ce sont les délais d'approvisionnement, les cycles de maintenance et les quotas de production. Ces armes viennent désormais d'être tirées. Ce qui viendra ensuite dans ce conflit sera défini non pas par les batailles qui font les gros titres, mais par les contraintes de capacité qui ne les font pas. Cela sera défini par des évaluations internes discrètes, menées en ce moment même dans les ministères de la Défense, à Tel Aviv, à Washington et à Londres, tous posant la même question. Combien de temps cela peut-il être soutenu et que se passe-t-il lorsque la réponse cesse d'être rassurante ? Cette question n'a pas de réponse facile et l'horloge, depuis le 29 mars 2026, a déjà commencé à tourner. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.